Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire du CILQ en 2024. Donc, aujourd'hui, vous avez répondu à l'appel là, pour venir au webinaire démystifier la loi 25 et la loi S211 avec Anne-Éloïse Bédard de MNP. Donc, on est vraiment très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, donc, pourquoi vous offrir ce webinaire-là? En fait, c'est que la loi 25, c'est une loi que ça fait quand même longtemps là, que ça s'en vient, que même est déjà en application. Je voudrais pas voler les punchs de Anne-Héloïse, donc je poursuivrai pas davantage là-dessus. Mais reste qu'on trouvait que c'était super important de vous permettre de vous outiller en lien avec cette loi-là. Vous allez comprendre pourquoi sans doute encore plus quand le webinaire va avancer. Puis pour ce qui est de la loi S211 qui sera dite le nom complet par Anne-Héloïse, je lui laisserai cet honneur parce que c'est un long nom. Donc, elle va pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi. Peut-être que ça ne vous concernera pas tous aujourd'hui, donc on va terminer avec ça dans le webinaire, là. Ça sera le dernier élément de la présentation, mais ça en touchera quand même certains d'entre vous. Puis on trouve ça important que nos membres au CILQ soient au courant de ce qui se passe, puis que leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils soient conformes là, aux lois qui s'appliquent à eux. Donc, avant de laisser la parole à Anne-Héloïse, je veux juste vous indiquer les événements qui s'en viennent pour nous au CILQ. Donc, on a quand même notre AGA, donc un événement assez important, vous le savez. Le 11 avril prochain, c'est l'AGA avec le CEFQ. Le CEFQ, ça va être en avant-midi, nous en après-midi. Puis, on vous invite à vous joindre à nous pour ça à l'Hôtel universel de Drummondville, mais ça sera également en mode hybride. Je vais vous donner le lien pour vous inscrire dans l'outil clavardage sous peu, donc vous pourrez vous inscrire ou simplement copier le lien pour le faire après la présentation pour bien écouter. Le 29 avril prochain, il va y avoir le deuxième webinaire du CILQ cette année. Il va être de nouveau offert gratuitement par le CILQ, mais va être fait cette fois-ci en collaboration avec l'Arctanet. Le webinaire sera intitulé De la ferme à la table, optimisation de la qualité des produits laitiers grâce aux analyses en laboratoire. Ce webinaire va viser à améliorer vos connaissances vis-à-vis les rôles qu'ont les laboratoires d'analyse dans la qualité de leurs produits et leur capacité à participer à l'innovation de l'industrie. Donc, il va vous permettre de mieux saisir la plus-value qu'offre l'élaboration d'analyses chimiques et microbiologiques d'expertise en laboratoire sur la qualité finale de votre produit. Les inscriptions à ce webinaire vont être lancées sous peu, là, mais ce n'est pas tout de suite. Ça va être dans quelques jours, voire une semaine peut-être. Puis finalement, le 11 juin, je vous invite à réserver cette date-là à votre agenda. Les inscriptions ne sont pas lancées, mais ça va être notre événement estival, encore une fois, à Mouton Village. Les inscriptions vont être lancées à l'AGA, donc ça s'en vient. Pour maintenant les consignes du webinaire, avant de passer la parole là, à mes collègues, je vais juste vous rappeler, donc le micro fermé, la caméra c'est à votre guise, mais je vous rappelle, c'est enregistré. Vous pouvez utiliser l'outil clavardage en tout temps pour poser des questions ou simplement les poser également. Donc, ça fait pas mal le tour, on est rendu très habitué. Donc, je vais passer la parole maintenant à mes chers collègues qui ont accepté d'être présents aujourd'hui pour le webinaire. On est très chanceux de les avoir et je les laisse se présenter eux-mêmes. Donc, à toi, Eric. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup de nous avoir invités et participer à ce webinaire de la CILQ. Donc, mon nom est Éric Girard. Je suis associé chez MNP. Je suis associé leader du marché du Québec pour ce qui s'appelle la consultation et la consultation numérique. Je fais aussi partie du comité exécutif national de notre secteur d'activité de l'agroalimentaire. Comme vous savez, MNP, vous ne savez pas, MNP, c'est un de nos grands secteurs d'activité à travers le Canada, incluant le Québec, bien entendu. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec certains d'entre vous dans certaines études de coûts ou différents autres mandats. Donc, j'ai la chance d'être ici aujourd'hui. Mais vraiment, c'est vraiment Anne-Héloïse qui est la star du webinaire aujourd'hui. Donc, j'ai la chance de vous présenter Anne-Héloïse qui va vous parler de la loi 25 et la loi S211. Donc, Anne-Héloïse, à toi, ma chère. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Adèle. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Moi, je suis Anne-Héloïse Bédard, leader de la ligne de service de risque d'entreprise. Donc, tout ce qui est gestion de risque, contrôle, conformité réglementaire, ne pas respecter les lois est un risque. Donc, c'est pour cette raison, entre autres, que c'est moi et mon équipe, en fait, qui soutenons là, nos clients pour tout ce qui est la conformité à différentes lois, dont celle dont on va discuter aujourd'hui, soit la loi 25 et la loi S211. Comme Adèle l'a mentionné, on va commencer par la loi 25 parce que celle-là s'applique à tous, ce qui n'est pas le cas nécessairement de la S211. Aussi,
Pour rendre peut-être le webinaire plus intéressant ou plus interactif, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main, écrire les questions dans le chat ou même à la limite, poser la question de vive voix, il n'y a pas de problème. On va se prendre 45 minutes idéalement pour la loi 25 et 15 minutes pour la S211. Ce n'est pas parce que la S211 est moins importante, mais c'est probablement parce qu'elle va toucher moins de monde. Cela étant, si vous avez besoin de plus d'informations ou quoi que ce soit, là, vous n'hésitez pas. Donc là, je vais partager mon écran. Fait que je vais me fier à Adèle et Éric pour gérer les questions parce que je ne suis pas sûre d'être en mesure de vous voir tous. Sans problème, on va te donner un coup de main avec plaisir. Parfait. Donc là, vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Bon, parfait. Donc, on commence avec la loi 25. Et je réitère, ne pas hésiter si vous avez des questions. Donc, première chose, la loi 25, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. Cette loi-là existait déjà, mais elle a été refaite, restructurée et elle a été, dans le fond, rendue beaucoup plus stricte et beaucoup plus robuste. OK? L'objectif, c'est vraiment d'établir des règles sur la gestion des renseignements personnels de façon à ce que chacun des individus soit conscient de ce qu'on fait avec les renseignements personnels et que les entreprises les gèrent et les protègent davantage. C'est vraiment une question de transparence puis de compréhension de quand on donne nos renseignements personnels à certaines entreprises, mais qu'est-ce que ces entreprises-là vont faire avec les renseignements personnels? Comme vous pouvez le constater, le non-respect des obligations, ça peut atteindre 25 millions de dollars ou 4 du chiffre d'affaires mondial. C'est certain qu'il y a une gradation, mais ça peut aller jusque-là. Maintenant, on dit que la loi 25, ça s'applique à tout le monde. En fait, ça s'applique dès que vous avez des renseignements personnels. C'est quoi un renseignement personnel? Ben, c'est tout ce qui va concerner une personne physique puis qui va permettre de l'identifier de façon directe ou indirecte. Donc, si vous avez des renseignements de travail, votre adresse courriel au travail, l'adresse courriel de votre fournisseur au travail, l'adresse physique au boulot, c'est pas dans la portée de la loi. C'est vraiment des renseignements personnels. Donc, si vous avez des employés, c'est certain que vous avez des renseignements personnels à propos des employés. Si vos clients ou vos fournisseurs, ce sont des individus, vous avez aussi probablement des renseignements personnels de vos clients ou de vos fournisseurs. Et il faut penser aussi à tous les gens qui vous déposent des curriculum vitae, aux gens qui pourraient, aux individus personnels qui pourraient vous poser des questions sur votre site web. Donc, c'est à toute la constellation de renseignements personnels que vous gérez ou auxquels vous avez accès que ça peut s'appliquer. La diapositive que vous voyez, dans le fond, c'est un survol des moments où certains éléments de la loi entraient en application, puis on va le regarder plus en détail après. La première année, c'est l'année d'identification. Donc, normalement, depuis 2022, vous avez fait l'inventaire de vos renseignements personnels et vous avez identifié votre responsable des renseignements personnels. La loi demande à ce que ce responsable-là soit la personne en plus haute autorité dans l'organisation. Donc, la loi désigne cette personne-là. Vous avez le droit de déléguer cet élément-là. Nous, ce qu'on vous suggère, par contre, si vous voulez le déléguer, déléguez-le de façon formelle. Comme ça, si quelqu'un vous pose des questions, si la commission d'accès à l'information vient chez vous et fait un audit, vous allez pouvoir démontrer que les rôles et responsabilités associés ont été délégués de façon formelle. Donc, ça, c'est vraiment l'année 2022, c'est l'année qu'on appelle d'identification. Vous identifiez votre responsable des renseignements personnels, vous faites votre inventaire des renseignements personnels, vous évaluez si vous avez besoin d'un comité, il y a certains éléments à mettre en place par rapport à la sécurité puis aux incidents. La grosse année, c'était 2023. Donc, en septembre 2023, l'essentiel des mesures devait être en place. Puis comme je vous dis, on va le voir tantôt. Mais nous, on appelle ça l'année de déploiement parce que c'est l'année où il faut mettre en place les politiques, les procédures, les registres, la formation, la sensibilisation. Toutes les grosses choses devaient être faites en 2023.
Septembre qui s'en vient, 2024, c'est la dernière étape, le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est essentiellement quelqu'un qui peut vous contacter, puis vous dire je suis un ancien employé, je veux savoir quels sont tous les renseignements personnels que vous avez sur moi, je veux que vous me les envoyiez et je veux que vous les détruisiez. Et vous devez être capable de répondre oui, bien sûr. Avec certaines nuances, évidemment, qu'on va voir plus tard, mais c'est ça le droit à la portabilité. Avant qu'on continue, ce qui est important de retenir, c'est que la loi est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. Ce que ça veut dire par là, c'est que vous devez démontrer une diligence raisonnable puis prouver que vous appliquez la diligence raisonnable. Autrement dit, vous devez avoir un encadrement, puis vous ne vous ferez pas, je ne suis pas la commission d'accès à l'information, donc je ne peux pas décider à leur place, mais techniquement, vous ne vous ferez pas taper sur les doigts s'il y a un incident. Vous allez vous faire taper sur les doigts si vous n'avez rien fait pour le prévenir, si vous n'avez rien fait pour le gérer. C'est ça qui est très, très important à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions à date? Pas de questions? Pour l'instant, non, il n'y a rien. OK. Si je vais trop vite, il faut m'avertir aussi. Donc, si je reviens en 2022, OK, puis là, vous allez voir la diapositive, ce n'est pas un ordre de priorité, c'est juste pour plus facilement identifier chacun des éléments. On a parlé du responsable des renseignements personnels. Il est de facto nommé par la loi depuis 2022. Comme je disais, vous pouvez le déléguer. Vous pouvez le déléguer à l'interne, vous pouvez le déléguer à l'externe. Si vous décidez de le déléguer à l'externe, faites bien attention de lire le contrat parce que, premièrement, ça ne vous dispense pas de vos responsabilités en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. Donc, vous devez tout de même avoir des politiques, tout de même avoir des procédures, tout de même former vos gens. Et le rôle de responsable des renseignements personnels est important dans l'entreprise et cette personne-là doit avoir certains pouvoirs. Donc, si vous devez le déléguer à l'externe, assurez-vous de bien lire le contrat pour, un, vous assurer qu'il ne vous refile pas tous les risques que vous voulez éviter en déléguant ça à l'externe. Et deux, plus vous allez déléguer de responsabilités à l'externe, mais plus cette personne-là va devoir avoir un certain pouvoir chez vous parce que s'il y a un incident, s'il y a des problématiques de sécurité, cette personne-là va devoir prendre action. Okay? À date, moi, je ne connais pas de clients qui l'ont délégué à l'externe, mais c'est quelque chose qui est possible. Le deuxième élément, c'est un comité, former un comité sur la protection des renseignements personnels. Cet élément-là est obligatoire pour le secteur public, donc pas pour le secteur privé. Normalement, ça ne devrait pas vous concerner. Par contre, ce que nous, on suggère, c'est que si vous avez beaucoup de départements, beaucoup de services qui utilisent beaucoup de renseignements personnels, avoir un comité peut être pertinent parce que s'il y a des décisions à prendre qui peuvent impacter d'autres départements, c'est toujours mieux de les prendre en comité puis de savoir ce que les autres planifient faire plutôt que de prendre des décisions en silo. Et des fois, ça peut avoir un impact sur d'autres sans qu'on s'en rende compte. Les troisièmes éléments, 3, 4 et 5, en fait, c'est tout ce qui concerne les incidents. Ça, c'est un peu étrange parce que l'encadrement, donc les politiques et procédures sur les incidents doivent être faites en 2023, mais on veut quand même que les gens soient prêts en 2022. C'est un peu étrange, mais c'est la chose. Dans le fond, ce qu'on veut dire par là, c'est que à partir de 2022, les gens chez vous, doivent être en mesure de savoir identifier un incident de confidentialité et savoir à qui s'adresser pour que ce soit géré. Okay? Puis, un incident de confidentialité, ça peut être très facile à identifier. Ce qui s'est passé chez Desjardins, là, une brèche de sécurité où on se fait voler tous les renseignements personnels par un pirate, ça, c'est facile à identifier. Mais un incident de confidentialité, ça peut être juste, j'ai reçu un curriculum vitae, puis je l'ai mis à la poubelle plutôt que de le passer au déchiqueteur, puis sur le curriculum vitae, il y avait des renseignements personnels. Ou ça peut être quelqu'un qui envoie un courriel dans lequel il y a des renseignements personnels à la mauvaise personne.
c'est aussi un incident de confidentialité. Donc, depuis 2022, il faut normalement être en mesure, chacun de vos employés devrait être en mesure d'identifier ce qu'est un incident de confidentialité et idéalement savoir à qui s'adresser pour le gérer. La raison étant que on ne veut pas que tout le monde téléphone à la commission d'accès à l'information pour déclarer un incident de confidentialité. Il y a des choses qui doivent être déclarées, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être déclarées, mais c'est le responsable des renseignements personnels qui doit évaluer la situation et décider si certains éléments doivent ou non être déclarés. Et tout ça va être encadré par des politiques et des procédures. C'est très important parce que si tout le monde se met à déclarer n'importe quoi à la commission d'accès, bien, ça peut vous poser des problèmes. Surtout sachant qu'à tous les 3 mois, la commission d'accès met sur son site web la liste des entreprises qui ont déclaré des incidents de confidentialité. La raison étant que les incidents qu'on déclare, c'est des incidents qui sont graves. Donc, c'est important que les gens le sachent. Si je continue dans l'aspect des incidents, on parle aussi de sécurité pour entourer les données. OK? Puis, la sécurité qui entoure les données va être, entre autres, basée sur l'inventaire des renseignements personnels. Quand on regardait la diapositive précédente, je vous disais qu'en 2022, il fallait faire l'inventaire des renseignements personnels. Ce n'est pas demandé dans la loi, mais c'est l'évidence parce que si on n'a pas notre inventaire des renseignements personnels, on ne sera pas en mesure de les encadrer. Quand on parle de sécurité électronique, de la gestion des accès aux ordinateurs, mais on parle aussi de sécurité physique. Hein. Si vous laissez le classeur dans lequel il y a tous les dossiers d'employés pas barré dans la cafétéria, ce n'est pas une bonne idée. OK? Donc, quand on parle de sécurité électronique et physique. La raison pour laquelle c'est important d'avoir fait l'inventaire des renseignements personnels, c'est qu'une fois que vous avez cet inventaire-là, vous connaissez quels sont les renseignements personnels que vous avez. Vous savez qui les utilise, vous savez comment vous les collectez, vous savez les usages que vous en faites, puis vous savez où c'est conservé. Et là, vous allez pouvoir, si vous voulez les catégoriser, mais surtout leur donner un niveau de sensibilité. Puis une fois que vous avez le niveau de sensibilité, mais là, vous avez beaucoup plus de facilité à déterminer la sécurité que vous devez mettre autour des renseignements personnels. Parce que si c'est un numéro d'assurance sociale, mais par définition, c'est sensible. Si c'est une adresse email personnelle, c'est probablement moins sensible qu'un NAS. OK? Donc, on peut mettre du béton armé autour du NAS, puis un peu moins de sécurité, sous toute réserve, autour de juste une adresse courriel. OK? C'est la même chose s'il y a un incident. S'il y a un incident de sécurité qui implique des données sensibles, les chansons que vous ayez à le communiquer à la commission d'accès à l'information. Si c'est des données moins sensibles, peut-être que vous n'aurez pas besoin de le communiquer à la commission d'accès à l'information. Mais avoir catégorisé tout ça au départ va vous permettre de faire des analyses beaucoup plus rapidement et qui vont aussi s'équivaloir ou être logiques dans le temps. OK? Donc, 2 incidents portant sur les mêmes renseignements personnels ou le même type de renseignement personnel en termes de sensibilité, bien, va pouvoir générer, dans le fond, le même type de réponse, puis ça va être logique. Donc, encore une fois, c'est que si vous avez un audit, bien, vous allez pouvoir appuyer vos décisions sur la documentation que vous avez, sur le niveau de sensibilité et l'analyse que vous allez en avoir fait va être logique. Si je continue dans les incidents, mais ensuite, on a les rôles et responsabilités. J'en ai parlé beaucoup tantôt. Il faut que les gens connaissent leur rôle et responsabilités lors d'un incident. C'est super important. Communication des renseignements personnels, ça, c'est beaucoup plus pour les maisons de sondage ou les universités. J'en parlerai pas beaucoup ici. La biométrie. Si vous faites de la biométrie ou si vous planifiez faire de la biométrie, il faut demander la permission à la commission d'accès à l'information pour être en mesure de faire de la biométrie 60 jours avant de déployer le système et la commission d'accès à l'information doit vous autoriser à le faire. OK? Donc, ce n'est pas juste
j'avertis la commission d'accès à l'information que je vais implanter de la biométrie. C'est, je demande la permission, puis j'attends la réponse. OK? Puis normalement, pour implanter de la biométrie, il faut pouvoir démontrer que c'est essentiel. Puis de toute façon, vous devez pouvoir donner aux gens la possibilité de ne pas vous donner leurs renseignements biométriques. Puis quand on parle de biométrie, là, on parle d'empreinte digitale, d'empreinte de la rétine, de scan du visage. Donc, c'est ça. Fait que je ne sais pas si certains d'entre vous ont implanté ça, mais ce que je sais par contre, c'est que pour certains de nos clients qui avaient implanté ça, quand la commission d'accès à l'information l'a su, elle a fait les analyses nécessaires et elle leur a demandé de retirer l'aspect de biométrie. Donc, on investit énormément d'argent, puis on ne peut pas l'utiliser parce que la commission d'accès ne nous donne pas la permission. Ce n'est pas idéal. Puis Anne-Héloïse, juste Oui. la biométrie, justement un exemple concret, là, pas très récemment qu'on était ensemble chez un client, où ce que la biométrie, c'est en fin de compte, si vous enregistrez à la réception, puis vous signez, puis ils prennent votre photo pour que ce soit une carte d'accès ou quoi que ce soit, c'est considéré la biométrie. Donc, si vous avez ça présentement, ça vous touche directement si vous n'avez pas passé à travers la demande d'avance. Exact. Merci Eric, c'est un super bon exemple. Oui. Puis ça, je l'ai vu chez plusieurs clients. Fait que, tant mieux s'ils ont eu la permission de la commission d'accès. Je n'ai pas posé la question, j'en suis pas certaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de main levée? OK. Non, tout est. Je continue. Pour 2023, donc septembre dernier. Alors, depuis septembre dernier, vous avez rédigé toutes vos politiques et vos procédures qui concernent la gestion des renseignements personnels. Là, quand je parle de gestion des renseignements personnels, c'est la collecte, la conservation, l'usage, la destruction, c'est tout le cycle des renseignements personnels. Les politiques, OK, il y en a certaines que vous allez devoir rendre publiques sur votre site web. Il y en a d'autres que vous gardez confidentielles. Essentiellement, vous développez vos politiques internes, donc celles qui sont confidentielles, puis vous pouvez utiliser les mêmes pour mettre sur votre site web, peut-être enlever certains détails. Puis c'est sûr que sur le site web, on va mettre des politiques à plus haut niveau, puis certaines procédures, mais on ne mettra pas tout. Les politiques là, qui doivent être sur votre site web, c'est les politiques qui encadrent la gestion des renseignements personnels. Donc, comment vous gérez les renseignements personnels. Puis, vous allez aussi fort probablement vouloir publier c'est quoi votre procédure de gestion des plaintes, entre autres. Donc, si quelqu'un veut faire une plainte ou quelqu'un a une demande par rapport aux renseignements personnels, mais ça doit être sur votre site web, ça doit être facilement trouvable sur votre site web. De même aussi que les coordonnées du responsable des renseignements personnels. Puis, en termes de coordonnées, ce n'est pas obligé nécessairement de mettre le nom de la personne, mais ça peut être une adresse courriel. Si les gens ont des questions, ils vont écrire à cette adresse courriel-là. C'est important aussi d'aller regarder dans la boîte courriel une fois de temps en temps parce qu'on en connaît qui ont des adresses courriel, mais qui ne vont pas regarder. Donc, ce n'est pas une super bonne idée de faire ça. Donc, il y a des éléments qui doivent être publics sur votre site web. Il y a autre chose que vous allez avoir de façon confidentielle à l'interne. Donc, certaines politiques, comme je mentionnais, votre procédure de gestion des incidents de confidentialité. Vous pouvez expliquer sur votre site web quelles sont les grandes étapes de votre façon de gérer les incidents, mais la procédure sur exactement comment vous le faites à l'interne, ça, vous le gardez chez vous. Pour ce qui est de la commission d'accès à l'information, vous allez devoir développer différentes de processus, différentes procédures pour communiquer avec la commission d'accès à l'information. OK? Ça peut être pour gérer les plaintes, gérer les demandes, transmettre des informations s'il y a eu un incident de sécurité. Donc, savoir exactement qui va communiquer avec la commission d'accès, dans quel cas, est-ce qu'on a de la documentation standard justement pour communiquer avec la commission d'accès. Puis, c'est la même chose aussi pour les personnes qui ont, disons, subi l'incident de confidentialité. Si vous avez perdu des renseignements personnels de certains de vos employés, par exemple, puis que ce sont des renseignements sensibles, bien, vous allez vouloir avoir
un processus ou des procédures pour les contacter, puis leur expliquer. Puis, vous devez les contacter, vous devez leur expliquer, puis vous devez aussi leur dire qu'est-ce que vous allez faire pour gérer la situation. Puis, par exemple, qu'est-ce que vous leur offrez si, 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 s'il y a une problématique potentielle. Par exemple, chez Desjardins, je pense qu'ils ont offert à tout le monde de payer pour leur, en guillemets, abonnement chez Equifax pour 5 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas de vol d'identité, par exemple. OK? Donc, c'est le genre de mesure que vous pouvez mettre en place, puis que vous allez devoir expliquer aux individus qui sont concernés par l'incident de sécurité. Un autre élément important à savoir, c'est l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. OK? Ça, c'est demandé par la loi de faire ce type d'évaluation-là. Puis ce type d'évaluation-là, c'est essentiellement une analyse des risques et des contrôles pour vous assurer, puis je vais vous dire dans quelles circonstances là, ça doit être en vigueur, mais pour vous assurer justement que ce que vous allez mettre en place répond effectivement aux requis de la loi. Donc, on doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée quand on veut implanter de la biométrie. Quand on doit sortir des renseignements personnels hors Québec. Puis surtout aussi quand on veut changer le système d'information dans lequel sont conservés les renseignements personnels. OK? Dans ce qui va vous concerner, fort probablement davantage, c'est l'aspect changement de système ou l'aspect conserver des renseignements personnels hors Québec. OK? Donc, si je prends par exemple l'aspect on sort des renseignements personnels du Québec, bien là, il faut évaluer, OK, si j'envoie les renseignements personnels, ils vont être hors Québec, où vont-ils être conservés? S'ils sont conservés en Ontario, vous allez faire une analyse de risque pour identifier, bon, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez les conserver, quels sont les renseignements personnels qui vont être hors Québec, etc. Donc, une analyse qui va regarder les risques et les contrôles de là où vous les envoyez. Mais si c'est en Ontario ou si ça reste au Canada, je vous dirais que l'exercice peut être relativement simple parce qu'on a déjà beaucoup de lois sur la gestion des renseignements personnels. Par contre, si vous planifiez transférer vos renseignements personnels, mettons, en Russie, là, je ne suis pas sûre que l'analyse va vous, disons, cautionner le fait d'envoyer les renseignements personnels en Russie parce qu'on ne pourra pas démontrer qu'ils vont être sécurisés comme ils seraient sécurisés au Québec, par exemple. Puis c'est la même chose quand vous implantez un nouveau système d'information. C'est que là, il faut se poser la question, mais c'est quoi les mesures de sécurité, entre autres, encadrant la gestion des renseignements personnels dans le nouveau système d'information pour être en mesure de s'assurer qu'on les gère correctement. Le numéro 4, c'est l'aspect du consentement. OK? Depuis 2023, on doit demander un consentement explicite et éclairé pour chacun des usages qu'on va faire des renseignements personnels qu'on collecte ou qu'on conserve. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, pour vos nouveaux employés, donc tous les employés qui sont arrivés à partir du 22 septembre 2023, normalement, il faut leur faire signer un consentement qui mentionne notamment que leurs renseignements personnels vont être utilisés pour gérer leur dossier d'employés, ce qui peut impliquer la gestion des horaires, la gestion des vacances, la gestion de la paie, la gestion de la performance, etc. Donc, on peut donner des exemples. C'est la même chose si on collecte des renseignements personnels de clients ou des renseignements personnels de fournisseurs ou si vous faites des soumissions pour différentes choses. Donc, dès que vous collectez, que vous planifiez utiliser des renseignements personnels, ça prend un consentement éclairé. Et ça veut dire que les gens de qui vous collectez les renseignements puis que vous allez utiliser doivent savoir à quoi vous allez utiliser les renseignements personnels. Le consentement, la ligne est, comment dire, c'est ce que nous, on suggère, c'est de faire des consentements assez larges pour ne pas être obligé de les refaire régulièrement, mais assez précis pour que justement les gens sachent effectivement à quoi ils consentent quand ils vous donnent les renseignements personnels. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que techniquement, une fois que l'usage pour lequel vous avez obtenu le consentement est terminé, vous êtes supposé détruire les renseignements personnels que vous avez collectés, sauf s'il y a une autre loi qui vous empêche de les détruire.
Par exemple, la loi de l'impôt. OK? Donc, la loi de l'impôt vous demande de conserver les renseignements associés à la paie et à l'impôt pendant 7 ans. Fait que ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas détruire, puis ça, il y a d'autres lois. Puis, ça dépend vraiment du type d'entreprise. Les ordres professionnels, ils doivent conserver des choses pendant 10 ans. Donc, là, il faut voir aussi les lois qui s'appliquent à vous en termes de consentement. Il faut voir aussi si, par exemple, vous offrez des REER, puis les gens gardent des REER chez vous, même s'ils ne sont plus employés. Bon, donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder, d'une part en termes de consentement, mais d'autre part aussi en termes de calendrier de conservation, pour être sûr de conserver ce que vous avez le droit de conserver puisque vous êtes obligé de conserver, mais idéalement, de ne pas conserver ce qui est non nécessaire. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, là, c'est que plus vous avez des renseignements personnels, plus vous êtes à risque. Fait que quand vous collectez des renseignements personnels ou que vous décidez d'en conserver, si vous jugez que c'est nécessaire d'en conserver, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non, ben, peut-être qu'il faut réfléchir à détruire les renseignements personnels que vous n'utilisez pas ou pour lesquels dont vous n'avez pas besoin, parce qu'encore une fois, plus vous en avez, plus vous êtes à risque. Ensuite, je passe à l'aspect sécurité. On en a beaucoup parlé aussi pour 2022. Mais dans le fond, l'aspect sécurité, c'est que la loi demande d'avoir, par défaut, le plus haut niveau de sécurité autour là, des renseignements personnels. Encore une fois, revenons à l'inventaire des renseignements personnels, le niveau de sensibilité qu'on a attribué à chacun des renseignements personnels. Et là, après ça, on peut justifier le niveau de sécurité qu'on met autour des renseignements personnels. OK? Donc, si pour différentes raisons, il y en a qui sont moins sécurisés que d'autres, l'important, c'est de pouvoir le justifier, de démontrer que vous avez fait une analyse, puis que vous puissiez le justifier. Le numéro 6, c'est pour tout ce qui est communication des renseignements personnels. Encore une fois, ça, c'est vraiment les maisons de sondage ou beaucoup plus là, les universités. Donc, j'en parlerai pas. Puis les politiques confidentielles, ça, j'en ai parlé aussi tantôt, le public confidentiel. Est-ce qu'il y a des questions à date? Ça m'étonne, d'habitude, j'ai plein de questions. Soyez pas gênés, là, c'est le moment. Ouais, puis je veux juste ajouter aussi qu'il n'y a vraiment pas de gêne à y avoir. On est tout à fait au courant qu'il y a des gens que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de la loi 25. Le fait qu'il n'y a aucune question qui est mauvaise, aucune question. Vraiment, tout est le bienvenu aujourd'hui. Il n'y a aucun jugement. Oui, puis ça va être beaucoup plus pertinent pour vous si on peut discuter là, d'éléments qui vous concernent directement plutôt que de parler en général. Fait que n'hésitez pas. C'est un bon point que tu as, Adèle, parce que la quantité de webinaires, Héloïse fait sur la loi 25 encore, même le fait de la situation que c'est présentement, il y a énormément d'entreprises qui n'ont même pas débuté encore. Donc, il faut surtout pas se sentir visé ou peu importe. On est là pour vous aider. Oui. Bon, Karine, elle a une... Oui. Ouais, on peut laisser la parole. Ouais. Vous pouvez aller, Karine. Bonjour. Dans le fond, moi, je suis responsable à mon entreprise. Puis, c'est assez large, en fait, lorsque c'est un renseignement personnel. Est-ce qu'il y a des listes, dans le fond, auxquelles on pourrait se référer, justement, pour pouvoir mieux cibler c'est quoi nos besoins de gestion? Oui, il y a des catégorisations qui sont proposées par, il me semble que c'est la Commission d'accès à l'information. Puis dans ces catégorisations-là, ils donnent différents exemples. C'est sûr que nous aussi, on en a développé. Mais si vous regardez sur le site de la Commission d'accès à l'information, vous devriez trouver des exemples de renseignements personnels. Mais dans le fond, c'est vraiment tout ce qui peut permettre d'identifier un individu de façon directe ou indirecte. Fait que, un nom puis un prénom, c'est pas un renseignement personnel. Mais un nom, un prénom puis une adresse courriel perso, ensemble, c'est un renseignement personnel. Puis, il y a des choses aussi qui sont floues. L'éducation, là où vous êtes allé à l'université, puis ce que vous avez fait, ben, des fois, on l'utilise dans le cadre du travail, mais c'est un renseignement personnel. Fait qu'il y a beaucoup de flou là-dedans. Donc, moi, je fais de la gestion de risque. Fait que je porte des bretelles et une ceinture. Fait que, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas sûr, assumez que c'est un renseignement personnel. Mais oui, c'est ça. Vous devriez avoir des listes là, sur le site de la Commission d'accès à l'information. Puis, posez-vous toujours la question, est-ce qu'en ayant ces informations-là, je peux identifier quelqu'un? Pas juste.
exception faite des renseignements de bureau. Parfait, merci. Peut-être une autre question aussi que j'entends souvent, en tout cas moi dans les autres webinaires que j'ai faits en lien avec la loi 25, une adresse courriel. Il y a des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement à commercial. Pour moi, c'est CILQ.ca. Fait quelqu'un qui a un commercial Gmail, est-ce que, mais qui l'utilise pour son travail, est-ce que vous savez si on l'utilise plus comme on perçoit cette information-là comme une information personnelle ou. Ça dépend. OK? C'est que si l'adresse Gmail, c'est aussi l'adresse personnelle, oui, ça peut être considéré comme un renseignement personnel. Si c'est une adresse Gmail qui, pour différentes raisons, est structurée de façon à n'être que l'adresse courriel du bureau, à ce moment-là, c'est le bureau. Dans des cas comme ça, comme aussi dans le cas si vous donnez des téléphones cellulaires, ou vous remboursez des téléphones cellulaires, ou vous autorisez vos gens à travailler de la maison, ce qui est important, c'est d'encadrer ça. Si ils ont une adresse Gmail pour le travail, bien, il faut que ce soit très clair que cette adresse Gmail-là n'est que pour le travail, par exemple. Ou si vous leur payez un cellulaire, bien là, il faut leur expliquer que c'est quoi les règles d'utilisation du cellulaire, à quoi l'employeur s'attend pour essayer du plus possible, différencier ce qu'est un renseignement personnel puis un renseignement de bureau, et deux, expliquer aux gens comment gérer les renseignements personnels hors du bureau ou sur leur cellulaire. Parce qu'en théorie, les règles du bureau s'appliquent à la maison. Vous ne pouvez pas faire la paye sur le comptoir de cuisine avec votre conjoint qui passe derrière. C'est pas supposé. Normalement, au bureau, on n'est pas supposé faire ça. Fait que c'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Donc, si on sort un peu des sentiers battus ou si on n'est pas sûr, il faut l'encadrer. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Héloïse, juste faire un petit time check avec toi. Il reste 20 minutes. Oui. Je vais finir ici, dans le fond, pour la loi 25. La loi 25-2024, c'est le droit à la portabilité. Donc, je le mentionnais tantôt. Si quelqu'un veut obtenir ses renseignements personnels, bien, normalement, vous devez être en mesure de lui répondre oui, donc de lui envoyer ses renseignements personnels sur un support qu'elle va pouvoir lire. Donc, c'est pas genre en code ASCII, là, mais sur un fichier Word ou un fichier Excel ou quelque chose que la personne va pouvoir lire. Puis, vous devez aussi, évidemment, réfléchir à l'interne sur bien, qui a le droit de communiquer ces renseignements-là aux gens, quelles sont vos façons de valider que c'est bien la bonne personne à qui vous communiquez l'information. Si la personne vous demande de détruire les renseignements personnels, bien, quels sont les renseignements que vous pouvez détruire selon quel calendrier? Donc, ça a l'air facile, mais il faut quand même y réfléchir parce qu'on ne peut pas donner n'importe quelle information à n'importe qui. Et vous ne pouvez pas non plus tout détruire sous prétexte que quelqu'un vous demande de le détruire. Il y a peut-être d'autres lois qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, pour le droit à la portabilité, c'est les différents éléments là, associés. C'est sûr que c'est un survol très rapide de la loi 25, mais dans le fond, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est quoi un renseignement personnel? Il faut encadrer la gestion des renseignements personnels, de la collecte à la destruction, et il faut sécuriser ces renseignements personnels-là. Donc, qui a accès? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'on en a trop de renseignements personnels? Est-ce qu'on les sécurise correctement? Donc, c'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Ça faisait le tour pour la loi 25. J'aurais peut-être une petite question qui peut-être les gens vont être intéressés à savoir la réponse, là. Quelqu'un qui aujourd'hui part de zéro, c'était la première fois qu'il y avait un webinaire en lien avec la loi 25, qui entend tout ça, ça fait beaucoup d'informations, c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est un survol. Est-ce que vous avez juste comme des petits trucs à leur donner pour que ça se passe bien? Parce qu'il y en a peut-être que ça les inquiète un peu s'ils viennent d'apprendre que ça les concerne. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Bien, la première chose, c'est que je pense que la commission d'accès à l'information a beaucoup de choses à faire. Donc, je ne pense pas qu'elle va aller auditer tout le monde demain matin. OK? Mais si vous avez entendu parler de la loi pour la première fois aujourd'hui, la première chose que vous devez faire, c'est commencer à faire votre inventaire des renseignements personnels.
Parce qu'une fois que vous allez avoir ça, vous allez avoir un portrait de quels sont les renseignements personnels que vous avez, de qui les détient, d'où vous les conservez, à quoi vous les utilisez. Donc, vous allez avoir votre portrait, puis basé là-dessus, vous allez pouvoir construire tout le reste. Ce que vous devez aussi savoir ou identifier, c'est quel est votre responsable des renseignements personnels. Parce que par définition, si vous n'avez jamais entendu parler de la loi, c'est la personne en plus haute autorité dans l'organisation. Puis peut-être que cette personne-là n'a pas le temps de faire ce job-là, donc elle va vouloir le déléguer. Fait que ça serait les deux choses, je vous dirais, à identifier d'abord. Puis ensuite, mais là, une fois que vous avez votre portrait de renseignement personnel, développer les politiques et les procédures qui vont permettre de les encadrer. Puis ça, c'est ça qui peut être long. Mais si vous n'avez pas d'encadrement, vous ne serez pas en mesure de démontrer une diligence raisonnable parce que vous ne pourrez pas prouver que vous avez des choses. Essentiellement, est-ce que vous avez des papiers qui expliquent ce que vous faites? Puis après ça, il faut juste vous assurer que ce que vous faites, c'est écrit vous faites ce qui est écrit dans les papiers. Première étape, identifier votre responsable des renseignements personnels. Deuxième étape, faire votre inventaire des renseignements personnels. Troisième étape, développer la documentation d'encadrement. Quatrième étape, former puis sensibiliser vos employés de façon à ce qu'ils puissent comprendre c'est quoi un renseignement personnel puis identifier un incident de confidentialité s'il y en a un. Je pense qu'avec Parfait. ça fait le tour. Ça fait des bonnes lignes directrices. Merci. Et Héloïse, je veux juste rajouter une petite chose. Tu disais le mot qu'est-ce que tu as dit qui est important? Tu as dit que le gouvernement n'ira pas nécessairement les auditer, vous auditer, parce que encore là, c'est beaucoup de travail. Cependant, je veux dire, il faut penser, il y a des choses qui peuvent arriver hors de votre contrôle. Ça peut être une cyberattaque qui fait en sorte que ça arrive il y a plusieurs cas qui existent présentement. Donc, une cyberattaque, si vous n'avez pas déjà mis en place ces choses par rapport à la loi 25, là, ça peut être à risque justement de ne pas avoir effectué les choses nécessaires. Et aussi, on a déjà vu ça, c'est des employés qui sont pas très contents, qui ont été mis à la porte ou quoi que ce soit, qui font une plainte une plainte qui peut faire en sorte que automatiquement l'entreprise peut se faire vérifier. Donc, il faut penser que oui, ça nous arrive juste aux autres, mais ça n'arrive pas juste aux autres. Non, Donc, effectivement. Effectivement. On a une question également. Oui, vous pouvez y aller. Oui, je me demandais, est-ce que par rapport aux entreprises qui relaient, mettons, dans un site Internet, puis là, on envoie notre courriel pour avoir telle chose, est-ce que ça s'applique? Puis eux, ils revendent ça à d'autres entreprises qui nous envoient des spams et tout ça? Bien là, en fait, c'est que il y a différentes questions. Il y a différents éléments là-dedans. Si vous avez un site web qui collecte des renseignements personnels, votre nom, votre adresse courriel personnelle, votre numéro de téléphone, oui, ça s'applique. Fait que normalement, sur ces sites web-là, vous devriez avoir un consentement à cocher sur quels sont les usages qu'ils vont faire de vos renseignements personnels. Et si ils transmettent vos renseignements personnels à des tiers, ils devraient vous le dire, puis vous devriez avoir à consentir à ça. Fait que des fois, on le voit, là, ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire avec vos renseignements personnels, puis ils vous demandent si vous voulez recevoir des publicités. C'est deux consentements différents. Donc, OK. oui, ça s'adresse. Dans le fond, là, dès que ça concerne un renseignement personnel de quelqu'un qui habite au Québec, ça s'applique. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'après, on va passer à l'autre loi, mais soyez pas gênés. Encore un petit peu de temps. Bon, ben, je pense que je vais te laisser poursuivre, Anne-Héloïse. Il n'y a pas de problème. Puis sinon, au besoin, si vous avez d'autres questions, on va vous partager là, les diapos, puis vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Ce n'est pas un problème. Donc, la deuxième loi, la loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. OK? Ça, c'est une loi qui s'applique à tout le monde, mais ceux qui sont dans l'obligation de rapporter doivent répondre à certains critères. OK? Puis, les critères, outre l'aspect de produire, fabriquer, distribuer, cultiver, extraire de la marchandise ou d'en importer, ça prend 20 millions d'actifs, 40 millions de revenus ou 250 employés, là, deux de ces trois-là, pour que ça s'applique. OK? Donc, je ne sais pas si tout le monde est concerné.
ceux qui ne sont pas concernés, je ne serai pas insultée si vous voulez partir. Donc, mais sachez là, que c'est pour des entreprises d'une certaine taille ou encore si vous êtes coté en bourse. Si vous êtes coté en bourse au Canada, vous n'avez pas le choix de rapporter si vous répondez aux critères de marchandises. Si jamais Mais il y en a Héloïse, qui partent, excusez-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes. Si jamais il y en a qui se sentaient moins concernés, qui savent que ça ne les concernera pas non plus sur du plus long terme, je vais laisser des petits liens dans le chat. Donc, avant de partir, vous pouvez aller les regarder là, en lien avec notre AGA, le sondage de satisfaction et tout. Désolée, j'arrête de vous interrompre. Pas de problème. non, c'est correct. Puis j'imagine que tu l'as dit, Élodie, ça vous applique peut-être pas présentement, mais si vous croyez que ça va s'appliquer à vous dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années à cause de votre croissance, c'est important de le savoir aussi, puisque ça va s'appliquer éventuellement. Oui, puis avec la quantité de travail qu'il y a à faire, vous allez être content de l'avoir commencé maintenant. Donc, rapidement, pourquoi cette loi-là, dans le fond, là, c'est essentiellement une loi contre l'esclavage, OK? L'objectif de cette loi-là, c'est de faire prendre conscience aux différentes entreprises de leur rôle dans le, entre guillemets, soutien ou non de l'esclavage moderne via leur chaîne d'approvisionnement. OK? Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites, vous, comme entreprise, avec vos fournisseurs, comment vous gérez vos fournisseurs, puis comment vous gérez à l'interne pour réduire vos risques, réduire les chances de cautionner le travail forcé ou le travail des enfants. Puis, ce n'est pas juste au Canada qu'il y a des lois comme ça. Il y en a en Angleterre, il y en a en Californie, il y en a en Australie. Donc, de plus en plus, les États mettent en place ce type de loi-là justement pour diminuer le travail forcé ou le travail des enfants. Puis quand on parle du travail des enfants, je tiens à dire que c'est pas genre des ados de 15 ans qui ramassent des fraises puis qui chialent parce qu'ils ont chaud, là. À moins d'être payés au salaire minimum, là, en dessous du salaire minimum, pardon, c'est pas ça, c'est vraiment de l'esclavage. OK? Donc, des enfants de 8 ans qui sont obligés de travailler dans des mines pendant 15 heures par jour, c'est plus de ça dont on parle. Là. Puis, je tiens à rappeler aussi que oui, on est au Québec, oui, on est au Canada, mais on a des exemples réguliers, même ici, de problématiques associées à ça. Récemment, BRP s'était fait taper sur les doigts pour avoir employé des immigrants, puis, disons, pas gérer la situation correctement. Puis sinon, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a entendu parler d'une usine de transformation de produits de fruits de mer en Chine qui employait des femmes nord-coréennes, mais c'était de l'esclavage. Mais ça, c'est une usine de transformation de fruits de mer, fait que c'est fort possible qu'on ait ça sur nos tablettes ici. Fait que quand on parle de gérer la chaîne d'approvisionnement puis d'essayer de comprendre ce que font vos fournisseurs, c'est dans cette optique-là. Donc, qui est visé par cette nouvelle loi-là? J'en ai parlé un peu tantôt. Donc, c'est une entité qui va produire. Donc, produire veut dire fabriquer, cultiver, extraire ou traiter de la marchandise, vendre ou distribuer de la marchandise au Canada ou ailleurs. OK? Ou on importe des marchandises, ou on est une entité qui contrôle une autre entité qui fait A ou B. OK? Fait essentiellement, c'est une entreprise, une mère avec des filles. Bien, le rapport va se faire au niveau de la mère. Puis, même si chacune des filles ne répond pas à tous les critères qu'on va voir tantôt, si ensemble elles répondent aux critères, il faut rapporter au niveau de la mère. Puis une entité, là, c'est une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale. Donc, c'est à peu près tout le monde. On continue dans qui se qualifie, donc société ouverte. Donc, si vous êtes coté en bourse au Canada, vous devez produire un rapport, peu importe votre taille. Ça, c'est l'aspect le moins compliqué de la chose. Si vous êtes à capital fermé, vous avez un établissement au Canada, vous exercez des activités ou vous avez des actifs au Canada. Puis, comme je mentionnais tantôt, il faut remplir au moins 2 des conditions ci-après pour au moins 2 des derniers exercices. Donc, 20 millions d'actifs, 40 millions de revenus, 250 employés, 2 des 3. Si vous
remplissez ces conditions-là, vous devez rapporter. Puis, quand je parle de rapporter, OK, c'est un rapport qui doit être fait annuellement. Le premier est dû le 31 mai de cette année. Donc, si vous ne saviez pas que la loi existait ou si vous ne saviez pas qu'elle s'appliquait à vous, ben, sachez que vous allez devoir pédaler un petit peu parce que le premier rapport est dû le 31 mai. Les amendes peuvent atteindre 250 000 si vous ne respectez pas. Puis, ce qu'on mentionne aussi là, dans la loi, c'est que les administrateurs ou les dirigeants d'une entité qui ont fait preuve d'incurie ou qui ont autorisé une infraction à la loi, vous allez être tenu personnellement responsable. Bon. Fait que quand on parle de rapporter, qu'est-ce qu'on veut dire par rapporter? Rapporter, ça veut dire d'abord compléter un questionnaire sur le site du gouvernement canadien. Ça veut dire après ça rédiger un rapport d'un maximum de 10 pages, soit en français, soit en anglais, que vous allez envoyer au gouvernement du Canada et que vous allez mettre public sur votre site Web. OK? Donc, l'objectif, c'est la transparence. Donc, le rapport doit être public. Si vous êtes une société cotée en bourse, je crois que vous devez l'envoyer aussi à vos actionnaires avec le rapport annuel. Qu'est-ce qu'on doit inclure là-dedans? Comment est-ce qu'on fait le travail? OK? Je vais vous le résumer de façon très succincte. Pour être en mesure de répondre au questionnaire et de faire votre rapport, il y a 2 pattes dans l'analyse. La première analyse, c'est l'analyse de vos fournisseurs. OK? Quels sont vos fournisseurs? Dans quel pays ils se situent et quels sont les biens que vous importez de chacun de ces fournisseurs-là? Basé sur ces informations-là, on peut identifier un niveau de risque pour chacun des fournisseurs. Et une fois qu'on a le niveau de risque, bien là, on peut identifier quelles sont les mesures de mitigation que vous devez vous planifier, mettre en place pour réduire le risque. Puis ça peut aller jusqu'à cesser de faire affaire avec le fournisseur parce que je sais qu'il fait de l'esclavage, mais ça peut prendre aussi beaucoup d'autres formes. Envoyer un questionnaire, aller visiter, tout dépendant du niveau de risque. L'autre patte, c'est de regarder ce que vous faites chez vous pour justement réduire ce risque-là. Avez-vous des politiques d'approvisionnement? Faites-vous de la sensibilisation auprès de vos employés? Donc, qu'est-ce que vous faites à l'interne pour gérer le tout? Essentiellement, le contenu du rapport, là, vous avez là, la structure, c'est listé dans la loi, donc la structure des sections du rapport. Mais essentiellement, le contenu du rapport, c'est on prend une photo aujourd'hui. C'est quoi mon niveau de risque aujourd'hui? Et qu'est-ce que je planifie faire pour réduire mon niveau de risque? OK? Puis, c'est super important que ce que vous mentionnez dans le rapport, toujours dans l'optique de si vous faites auditer un jour, que ce soit viable, faisable et applicable pour vous. OK? Allez pas mentionner des choses ou écrire des choses que vous ne serez jamais capable de faire ou que vous planifiez faire sur 5 ans puis vous dites que vous le faites sur 1 an. Prenez la photo aujourd'hui, faites les différentes analyses, puis après ça, planifiez l'implantation de contrôle puis de mesures de mitigation qui font du sens pour vous selon votre niveau de risque. OK? C'est super important, encore une fois, au cas où vous vous fassiez auditer. Autre chose aussi qu'on vous suggère fortement, c'est quelque chose que vous allez devoir faire annuellement. Donc, réfléchissez cette année. Faites le travail cette année en vous disant que vous allez devoir le refaire une fois par année. Donc, prenez des notes, structurez-vous, pensez à ça pour que pour les prochaines fois, ce soit plus rapide, plus facile, puis évidemment que ça puisse être comparable année sur année, votre façon de travailler. Le rapport, je vois qu'il me reste 4 minutes. Éric, tu avais une question? Non, je me disais justement, il reste 4 minutes. Une chose que je voulais dire aussi, tu as parlé des fournisseurs, mais aussi, bien entendu, il y a l'aspect, même ici à l'interne, point de vue, l'utilisation, mettons, l'emploi d'employés migrants. Donc, c'est vos Oui, fournisseurs ou vous-même, tout cet aspect-là au niveau de les conditions de travail, l'équitabilité, ces choses-là. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi, je pense, qui est aussi couvert à oui, l'intérieur de ça, je ne me trompe pas. tout à fait. Exactement. Ben, ce n'est pas dans l'aspect fournisseur, mais c'est dans l'aspect analyse à l'interne de ce À qui est l'interne, fait. exactement. Exact. Oui, tout à fait. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que même si quelqu'un peut vous aider à rédiger le rapport, à répondre aux questions, etc.,
c'est le corps dirigeant de l'entité. Donc, c'est la haute direction de l'entité qui signe. Fait que vous ne pourrez pas jamais avoir un rapport MNP ou un rapport de quelqu'un d'autre. Ça peut être rédigé par un tiers, mais c'est vraiment la haute direction qui doit attester. OK? Puis après ça, il faut envoyer le rapport, comme je mentionnais, là, au gouvernement fédéral, donc c'est au ministre de la Sécurité publique puis de la Protection civile. Puis il faut rendre le rapport public. Donc, il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, on a quelqu'un avec une question. À vous la parole. Emmanuel. Au sujet de la vérification des fournisseurs, est-ce qu'il y a des certifications qu'on peut demander des certificats puis ça atteste qu'ils sont corrects? En fait, là, je ne sais pas s'il y a des certificats, mais vous allez avoir des fournisseurs qui vont être déjà assujettis, eux aussi. Fait que s'ils sont assujettis à la loi S211, c'est plus facile parce qu'ils doivent rapporter. S'ils sont assujettis dans d'autres juridictions, s'ils travaillent s'ils rapportent en Californie, en Australie, en Angleterre, etc., bien là, c'est sûr qu'ils ont déjà des rapports à cet effet-là. Je ne sais pas s'il existe des certifications à cet effet-là. Il faudrait vérifier, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des listes des ces pays-là qui ont des lois comme ça? Il y a des listes des pays qui ont des lois comme ça et il y a aussi les listes. Et quand nous, on fait l'analyse de risque, on utilise des sites web. Ce n'est pas MNP qui décide du niveau de risque, par exemple. Donc, il y a des sites web d'organismes indépendants sur lesquels on va chercher l'information. Donc, on pourra vous les transmettre aussi si vous voulez. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? On en a perdu quelques-uns. Oui, on en a perdu Oui. quelques-uns, effectivement. Oui, il est 1 heure, donc c'est pour ça aussi. Donc, Oui, génial. super. Bien. Est-ce que tu voulais conclure d'une quelconque façon, Héloïse? Moi, je vais avoir un petit mot pour nos dernières personnes qui sont avec nous. Ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, là, je sais que ça a été très, très rapide, mais vous avez eu un survol. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, vous allez avoir mes coordonnées, puis on pourra répondre à ces questions-là de façon plus précise. Yes. Bon, mais génial. Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais, je pense que tout Merci le monde beaucoup. est bien Merci tout le content. monde. Là, il nous reste plus beaucoup de gens. Je veux juste dire aux dernières personnes, vous pouvez faire un petit tour sur le chat pour avoir les liens pour un petit sondage de satisfaction, pour vous inscrire à notre AGA si vous voulez. Donc voilà, puis j'aurais aimé ça pouvoir vous remercier devant tout le monde, Héloïse, Anne-Héloïse et Éric, mais je le fais devant nos derniers auditeurs. Donc merci beaucoup pour votre présence.